nom de Dieu par essence et par excellence, priez sur le prophète Sayyidina Mohamed, l'homme au caractère élevé. Bonsoir, madame, mademoiselle, messieurs. Merci encore une fois de plus de nous recevoir chez vous, comme chaque mardi à pareille heure, dans votre chaîne Chinguit TV à travers votre émission Opinion. Comme vous le savez, Opinion est une émission très ouverte qui aborde les préoccupations des Mauritaniens. Comme la télé se veut une télévision d'ouverture et aussi qui contribue au développement de la Mauritanie. Aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora. Comme vous le savez, quand on parle de la diaspora, au fil du temps, on va essayer de voir son impact économique, social, politique dans le pays et aussi la mise en place vraiment de structures. Quel est aujourd'hui l'accompagnement des autorités par rapport à cette diaspora qui est très importante et qui est même un socle dans le temps. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau un éminent chercheur, aussi professeur, en l'occurrence Diallo Seydou. Diallo Seydou qui vit en France, qui est venu ici en Mauritanie pour les vacances. Donc on va en profiter pour essayer d'apporter quelques éclaircissements par rapport à la diaspora et tout ce qui se dit pour essayer de lever certains équivoques. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci, monsieur Mamadou Baïdigui, de nous avoir invités, de m'avoir invité particulièrement et à travers moi peut-être un peu la voix de la diaspora. Comme vous le savez, vous êtes éparpillé dans les 4 coins du monde. Pouvez-vous nous présenter aujourd'hui la diaspora mauritanienne dans le monde? Oui, au préalable, merci en tout cas, et puis au préalable, j'aimerais juste rectifier un peu, parce que sinon on dira qu'il y a une forte usurpation d'identité ou de fonction. En tout cas, je ne suis pas professeur, ni encore professeur plein, mais je suis enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur. Ça a une petite différence, c'était juste pour clarifier. Ceci étant, c'est quasiment la même chose, on fait la même fonction. Alors, vous m'avez posé une question très intéressante, parce que c'est à travers la composition et la disposition de la diaspora sur le monde qu'on puisse mettre en place ce qu'on peut appeler des politiques d'accompagnement de la diaspora. Malheureusement, de façon, on va dire, de façon scientifique, nous n'avons pas aujourd'hui les chiffres qui font état de la diaspora mauritanienne dans le monde. Quand je parle de la diaspora mauritanienne dans le monde, c'est aussi bien les Mauritaniens résidant un peu partout en Afrique, les Mauritaniens résidant dans le Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, les Mauritaniens résidant aux États-Unis ou bien les pays résidant en Europe. Ceci étant, il me semble qu'aujourd'hui, à la lumière de quelques études ou de quelques analyses qui ont été faites, pour parler d'un pays que je connais le plus, la France, il me semble qu'on est entre, donc la fourchette est très grande, entre 10 000 voire 20 000 personnes qui résident en France. On dit 10 000, le minimum qui serait peut-être en situation administrative régulière, voire autour de 17 000 pour englober l'ensemble des Mauritaniens qui vivent en France, c'est ce qui ressort de certaines études, qu'ils soient dans une situation régulière ou pas. Ce qui fait qu'il y a des profils des membres de la diaspora qui sont tout à fait différents et en fonction de ces profils-là, à l'occasion de pouvoir les identifier, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir en tout cas une politique d'accompagnement qui a un impact positif sur la diaspora et sa contribution au niveau local. Quel est le lien entre, quand on parle de diaspora, évidemment, il y a quand même une volonté de l'État à pouvoir accompagner les gens qui sont dans la diaspora, d'où l'instauration d'un ministère qui permet vraiment à ces personnes qui sont en Europe, un peu partout dans le monde, d'avoir quand même une vitrine, de se voir. Aujourd'hui, quelles sont les relations entre la diaspora et les autorités de... Alors, les relations entre la diaspora ou les diasporas mauritaniennes et les autorités, on va dire, pour faire beaucoup plus simple, de Nouakchott, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, vous pouvez sentir en tout cas ce rapport à travers ce qui se manifeste sur les informations entre la diaspora et le gouvernement à travers les informations qu'on a. Et souvent, ce sont des rapports plus ou moins tendus ou distendus. Ceci étant, on ne peut pas ne pas apprécier à sa juste valeur et reconnaître l'existence d'un ministère délégué aux Mauritaniens de l'étranger, une ministre déléguée qui s'occupe des Mauritaniens de l'étranger. Ceci en soi est une bonne chose. Maintenant, au-delà de l'existence physique ou institutionnelle de cette structure, il est de savoir quelle est la politique ou quelles sont les politiques qui sont menées par cette structure-là pour accompagner l'ensemble des Mauritaniens résidant à l'étranger. À ma
connaissance, mais je n'ai pas toute la connaissance et peut-être d'autres m'apporteront une contradiction. La nouvelle, en tout cas, je ne l'ai pas vue sur Paris et je n'ai pas entendu qu'elle ait eu à faire un voyage sur Paris. Je l'ai entendu un peu partout. Vous savez, Paris aujourd'hui concentre une forte on va dire, communauté mauritanienne, que ce soit à Paris. À l'image aussi des autres pays. Des autres pays, de bien Gambie, sûr. d'Angola. Bien sûr, Angola aussi, mais je ne pourrais davantage parler que du pays que je maîtrise le plus. Donc, quand il y avait Awa Tandja, qui était l'ancien ministre délégué aux Mauritaniens de l'extérieur, nous avons eu à la rencontrer à l'ambassade de Mauritanie à Paris, et sur la rue Montevideo, et il y avait déjà un début de discussion. Elle était venue en nous disant que je ne vous apporte pas des solutions, mais je viens vous écouter. Écouter les préoccupations de la diaspora, et on pourra revenir là-dessus. Les préoccupations et les demandes et doléances de la diaspora sont innombrables. Et pour le moment, je n'ai pas encore eu de retour sur celle qui est en fonction par rapport aux politiques qui sont mises en place. Mais nous pouvons faire une approche comparative pour voir ce qui se fait dans les pays de la sous-région par rapport à leur diaspora et l'apport que le gouvernement, de façon institutionnelle, apporte à leur diaspora. Par rapport à ça, par exemple, on dit que c'est une manne financière sur le tissu social. Aujourd'hui, ces rapports-là, mais l'État, c'est une continuité. Est-ce que vous allez attendre ou bien partir vers les autorités en faisant comme vous l'avez l'habitude de le faire? Mais aujourd'hui, on voit la diaspora qui est toujours distant par rapport aux autorités de Nouakchott. On vous voit dans vos écrits, des fois, les réalités sont vraiment, le fossé est très large. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une autre image qu'on montre de la Mauritanie qui n'est pas la réalité? Bien, ça c'est une autre paire de manches et ça dépend de qui vous parlez. Non, parce que quand on parle de diaspora, même si vous êtes dans l'optique d'essayer de se positionner, mais quand je parle de la diaspora de façon générale. Oui, vous savez, par rapport à l'histoire politique contemporaine de la Mauritanie, nous avons une diaspora très tendue à Paris, peut-être à Bruxelles et un peu aux États-Unis. Le profil de ceux qui sont de la diaspora à Paris, par exemple aux États-Unis ou à Bruxelles, ce n'est pas le même profil qu'on retrouve à Doha ou ailleurs. Donc, il y a cela qui joue. Mais ceci étant, même à Paris, on n'a pas une cartographie de la diaspora de façon, on va dire, homogène. C'est hétérogène. Nous avons des sensibilités et des visions qui sont différentes. Ceci étant dit, il faut nécessairement là qu'on parte vers les autorités, mais que les autorités aussi viennent à nous. Ce serait mentir que de vous dire qu'il n'y a pas eu un pas ou un pan qui a été fait dans ce domaine-là. Par exemple, quand il y avait M. Wagne Abdullah, qui était l'ambassadeur de la Mauritanie à Paris, il y avait une volonté de créer ce qu'on appelait un cadre de concertation ou un cadre des ressortissants mauritaniens à l'étranger ou en France. Bon, ceci a buté sur plusieurs choses. L'initiative était belle, mais la façon dont elle est née, certains ont considéré que c'était une succursale politique et que ça a été mis en place à des visées politiques. Ceci étant, on a voulu créer, avec l'accompagnement ou l'impulsion de l'ambassade et de l'ambassadeur, on a voulu mettre en place une structure représentative de l'ensemble des Mauritaniens en France, mais c'est posé alors la question est de savoir est-ce qu'on crée toute une nouvelle structure ou le fait qu'il y avait d'autres structures qui existaient déjà. Est-ce que les autorités qui sont en place sont associées par rapport à ces structures? Les structures anciennes ou celles qui devaient être créées? Celles qui devaient être créées, c'était sous l'impulsion de l'ambassadeur, donc. Mais le problème, en tout cas, s'est posé au niveau des Mauritaniens résidents qui ont considéré qu'il y avait déjà des structures préexistantes et qu'il fallait partir de ces structures-là pour créer quelque chose comme cela se fait au Mali, comme cela se fait au Maroc. Le Haut Conseil, par exemple, des Maliens de l'étranger, qui est une très grande structure, qui a une puissance financière énorme, mais aussi qui a une influence politique et sociale très importante. Ceci étant, malheureusement, c'est une observation qu'on peut faire, en Mauritanie, souvent, les structures dans leur création sont un peu prises à l'envers et à la va-vite. Nous avons été pressés, les Maliens ont mis plus de 30 ans pour mettre en place ces structures et nous, en moins de 6 mois ou une année, on a voulu mettre en place cette structure-là. Pourquoi? En quelque sorte, jusqu'à maintenant, la structure n'a pas encore a été mise en place. Il y a eu différentes réunions, il y a eu des renvois, il y avait des conflits entre différentes parties et à partir de ces conflits qui existaient entre différentes parties, il a été créé ce qu'on appelle un conseil ad hoc pour essayer d'arrondir les angles et de faire ressortir quelque chose de positif de cette initiative-là. L'initiative en soi est salutaire. Maintenant, il faut savoir
quelles sont les personnes qui peuvent la diriger et au-delà des personnes qui peuvent la diriger, qu'est-ce qu'on veut faire de l'initiative. Et vous avez évoqué un moment la question de la politique, les écrits que certains peuvent avoir à l'image du pays. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que de toute façon, enfin, pour un citoyen lambda, pour un homme politique qui a un mandat, on lui dirait quand même par élégance et par respect par rapport à son pays, il n'a pas à critiquer son pays à l'étranger. Un activiste peut-être. Mais pour un jeune étudiant ou chercheur qui fait une journaliste aussi, ou un journaliste qui fait une étude sur une situation, il ne peut faire que relater les faits. Que cela plaise ou ne plaise pas aux autorités, que cela ternisse ou ne ternisse pas l'image du pays. Telle n'est pas la question. Maintenant, aujourd'hui, vous avez dans les structures de la diaspora, et c'est valable, des gens qui sont politisés en flirtant avec l'opposition et de façon des fois désolante, et d'autres aussi qui sont politisés en flirtant avec le pouvoir en place. La réalité, c'est que est-ce que ces deux-là jouent le jeu de la diaspora? Souvent, ces deux-là devraient être disqualifiés. Mais ils portent leur voix aussi. Oui, bien sûr, ils peuvent parce que porter c'est à leur l'image voix. de ces personnes qu'on veut vraiment voir. Le souci, c'est de se voiler derrière, par exemple, un parti politique et de porter des voix et d'avoir des positions et des postures qui sont plus idéologiques que pragmatiques. Ça ne veut pas dire que je remets en cause la théorie de l'idéologie, parce que chaque personne est constituée d'idéologie, mais il faut de temps en temps avoir certains pragmatismes et dépasser, on va dire, certaines questions, on va dire, purement politiques, pour essayer de voir l'intérêt général de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora mauritanienne est l'une des diasporas qui est la moins structurée peut-être dans le monde, en tout cas dans notre sous-région. On voit ce que fait la diaspora malienne, ce que fait la diaspora sénégalaise, ce que font les Marocains résidant à l'étranger par rapport à nous. Mais aussi, sur l'indice, vous êtes à la 101e. Sur l'indice mondial par rapport à une importance. Est-ce que cela c'est quantifiable par rapport vraiment à l'impact aux pays résidents, aussi au retour dans votre pays? Par exemple, aujourd'hui, vous, en tant que quelqu'un qui vit entre deux pays, est-ce que vous avez la même appréhension de la politique, le tissu social? Aujourd'hui, quel est le rôle de la diaspora dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, la diaspora fait partie quand même des gens qui contribuent à l'amélioration de la condition de vie de certaines familles en Mauritanie? Bien sûr, vous avez dit tout de suite que est-ce qu'on a la même appréhension? Vous savez, l'homme est fait d'études, l'homme ne fait qu'étudier. Et voyager fait partie de ce qu'on appelle, c'est l'une des plus grandes écoles, le fait de voyager. Et le fait de voyager, de côtoyer d'autres sensibilités, de rencontrer d'autres idéologies, d'épouser d'autres idées, fait qu'on se transforme ou qu'on se bonifie. Ça dépend de comment on peut prendre l'approche. Et à partir de ce moment-là, le pays d'accueil peut avoir un impact positif ou négatif sur la conception qu'on a de la société. Maintenant, en revenant sur l'impact ou l'apport aujourd'hui des populations mauritaniennes résidant à l'étranger par rapport à leur localité, c'est une réalité indéniable, on va dire. Il suffit de sillonner la vallée du fleuve Sénégal, et pas seulement, il faut aller vers le Kifa ou ailleurs où il y a une forte communauté, par exemple, de nos concitoyens arabo-berbères qui sont vers le Gabon et autres, qui ont une importance et qui ont un impact économique et social très important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, par exemple. Nous, les Mauritaniens de l'étranger, particulièrement ceux de Paris, et pas seulement, nous avons eu beaucoup de difficultés de façon générale, et jusqu'à maintenant, cela se perpétue, à nous enrôler. Par rapport à Ranlorma. On va pouvoir peut-être revenir là-dessus. Je vous donne cet exemple-là pour vous dire, par exemple, vous savez qu'à Paris, quelqu'un qui travaille, qui touche le SMIC, par exemple, qui travaille avec ses mains, qui a deux emplois ou un emploi et demi, qui travaille à temps plein ici, à temps partiel là-bas, souvent, ils sont en train de gérer plusieurs familles au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la Mauritanie ou autre. Et vous savez que cet individu, quand il ne renouvelle pas son titre de séjour, c'est-à-dire son titre de séjour qui montre qu'il est en situation régulière, maintenant la Mauritanie l'a mis en place, donc on sait c'est quoi un titre de séjour, quand il ne renouvelle pas son titre de séjour, impérativement, celui-là, il perd son travail. Mais quand il perd son travail, c'est souvent toute une famille, c'est tout un cercle familial qui est impacté par cette perte de travail qui s'est passée à Paris, ou bien à Brest ou à Nice. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, il me semble que là, l'autorité mauritanienne, au lieu de
complexifier les choses. Nous ne leur disons pas de ne pas recenser. Au lieu de complexifier les choses, devraient plutôt accompagner les citoyens mauritaniens, qui sont des usagers de l'administration et de l'état civil, les accompagner dans la démarche de recouvrer le plus rapidement possible leur papier d'identification pour pouvoir bénéficier d'un recensement, d'un passeport, renouveler leur titre de séjour et travailler. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez des individus qui sont malheureusement dans une situation irrégulière, qui n'ont pas pu se recenser. Donc, comme le recensement ici a été fait par ascendance, et ça, je parle toute communauté confondue, comme le recensement est fait par ascendance, il y a des gens qui avaient des pères de famille, qui avaient des enfants qui devaient passer soit le brevet, soit le bac, soit l'entrée en 6e, qui n'ont pas pu passer cela. Pourquoi? Parce que seulement leur papa ou bien leurs parents ne bénéficiaient pas d'un recensement, n'avaient pas des papiers administratifs, et ce qui constituait un blocage pour ces enfants-là. Maintenant, en ce qui concerne l'impact social, je vous dis, vous sillonnez toute la vallée, vous avez des caravanes de santé qui se font, vous avez des groupements d'intérêt économique. Mais ces caravanes-là, même les gens résidant en Mauritanie le font. Bien sûr, non. Est-ce que le fait de venir faire ces caravanes, alors qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, il n'y a pas la création des postes de santé, est-ce qu'une seule journée de consultation constitue vraiment à résoudre tous les problèmes? Non, alors on va mettre carte sur table si vous le voulez. La diaspora, ou en tout cas ceux qui sont de la diaspora, n'aspirent pas à régler l'ensemble des problèmes des Mauritaniens. Ce sont des êtres humains comme vous et nous, qu'ils soient résidents ou pas. Mais juste, ils apportent leur contribution par rapport à leur expérience, par rapport à leur savoir-faire, sur un problème ponctuel, et d'autres qui veulent régler des problèmes plus ou moins à long terme. En ce qui concerne les caravanes, il ne peut y avoir de concurrence entre les locaux et les résidents à l'étranger. Ce que font les locaux ici font un travail extraordinaire qui est accompagné par ce qui est fait par les gens qui sont à l'étranger. Donc c'est un travail de complémentarité, mais pas dans une dynamique concurrentielle. Ceci étant aussi, si on vient dans les postes de santé, il me semble qu'aujourd'hui, dans différentes régions, les communautés résidant à l'étranger ne font pas que des consultations en une journée ou en 3 jours. Il y en a qui mettent en place des postes de santé. Vous connaissez très bien, par exemple, peut-être une association dont je ne suis pas membre, l'association contre la tuberculose et les maladies endémiques, qui ne font pas seulement de la consultation Actum, qui ne font pas seulement de la consultation dans la région de Tekan, cette fois-ci ils sont décentralisés dans mon village même. Dans votre village, donc c'est pourquoi je disais peut-être que vous connaissez. Et Actum, par exemple, ne fait pas que de la consultation une fois par an. Ils font de la consultation, ils font aussi un accompagnement des gens qui potentiellement sont atteints de tuberculose. Ils ont formé des jeunes, on va dire, vigies de la santé, qui accompagnent les malades, qui les accompagnent dans cette dynamique-là. Et c'est un accompagnement annuel pratiquement. Oui, c'est en partenariat avec les autorités de au niveau local. Maintenant, ça, c'est un pan. Je crois qu'aujourd'hui, en matière de santé, l'apport de la diaspora au niveau de la Mauritanie est indéniable. L'autre élément aussi, vous avez le professeur Ly Mohamed, je crois ne pas trahir son nom, qui est un chirurgien, un éminent chirurgien, qui a mis en place une association qui vient de temps en temps avec d'autres collègues français, et même peut-être pas seulement que des Français qui travaillent en France, venir faire aujourd'hui des opérations, par exemple, à cœur ouvert, avec, encore une fois, des collègues résidents mauritaniens qui ont de l'expertise et de l'expérience, qui des fois ont un défaut de matériel qui est amené par un partenariat, et soignent des enfants mauritaniens. Et aujourd'hui, ils vont même au-delà de la Mauritanie, ils soignent des enfants, on va dire, africains. Et vous savez, nous, c'est une fierté pour nous, en tant que Mauritaniens qui résident à l'étranger, de représenter notre pays dans ces différentes contrées, mais aussi d'être des personnes qui contribuent au développement local, économique et social de notre pays. Et je crois que c'est quelque chose de très important et qu'il faille nécessairement accompagner. Maintenant, il faut qu'il y ait les mesures d'accompagnement. Un, pour inciter la diaspora à continuer à la faire, et de deux, d'aller au-delà de ce qu'on appelle l'accompagnement social pour s'inscrire dans des investissements durables, la création d'emplois. Il y en a qui le font, mais il faut qu'il y ait une politique offensive de nos autorités au niveau de la diaspora, parce qu'il y en a qui ont un savoir-faire,
qui ont de temps en temps des moyens financiers et d'autres qui ont un savoir-faire mais qui n'ont pas de moyens financiers, qui veulent un accompagnement pour aujourd'hui créer de l'emploi, participer au développement économique de ce pays-là, en se limitant pas seulement à ce qu'on appelle les transferts d'argent familial. Oui, les transferts d'argent familial. Je m'en vais sur la question de l'enrôlement aussi des titres de séjour. On se rappelle qu'il y a eu quand même une manifestation qui a dégénéré entre les étudiants et aussi les autorités qui représentent la Mauritanie. Il y a eu même un jugement. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous étayer par rapport vraiment à ce qui s'est passé? Parce qu'en ce moment, vous étiez à Paris. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont vraiment, comme dit, il y a rien qui s'appelle le fondement de la loi qui soit morale? Bien. Alors, je vais vous dire, vous savez, on est dans une situation, c'est très particulier et en même temps c'est frustrant. Quand vous voyez un citoyen, peu importe, un usager du service public mauritanien, c'est-à-dire qui va à l'ambassade pour demander un papier d'état civil ou demander n'importe quel autre papier, être dans une dynamique perpétuelle de confrontation avec les autorités qui nous représentent, qui sont là-bas pour notre bien, qui sont là-bas pour nous faciliter les choses, c'est quand même quelque chose de frustrant et de désolant. Mais vous imaginez, pendant que d'autres pays de la sous-région sont en train de mettre en place des programmes, des politiques d'appui et d'accompagnement, d'investissement pour cette diaspora-là, nous sommes en train d'être en conflit, on va dire en conflit direct avec nos propres autorités. Maintenant, pour revenir sur cette question, je l'ai couverte parce que, vous le savez très bien, je suis à la web radio Kassataya, donc j'ai couvert ce problème en ayant eu à écrire des articles sur les personnes qui ont été arrêtées, sur les personnes qui ont été accusées de saccage de l'ambassade, qui ont été reconnues coupables par la justice française et qui ont été condamnées à payer des dommages et des frais en tout cas par rapport à cette situation-là. Pour simple rappel, il me semble que l'événement qui s'est passé, il y a une très grande frustration des populations mauritaniennes. Moi-même, j'allais à l'ambassade très frustré parce que des fois, je voulais m'enrôler et que c'était pas si facile que ça. Avoir un rendez-vous, on faisait venir. Vous savez, je ne veux pas dire que ceux qui sont là ont du temps, mais en tout cas, la réalité est que quand vous êtes en Europe et que vous avez un travail, que vous avez un responsable qui ne peut pas comprendre qu'un passeport, que pour faire son passeport ou pour faire son recensement, cela se fasse en 3-4 jours, il ne peut pas comprendre. Dans la dynamique française, c'est qu'on travaille, on vient une demi-journée, on fait son inscription, on a son passeport, le jour J, on vous appelle en vous disant dans 15 jours ou autre, vous allez avoir votre passeport. Mais si vous vous absentez de façon perpétuelle pour aller chercher un papier et qu'on vous refuse, par exemple, que vous y allez, que en tout cas votre employeur le refuse, et que quand vous êtes à l'ambassade, vous n'avez jamais quelque chose de clair, on vous dit de revenir le lendemain, et chaque jour suffit à sa peine parce qu'on va vous demander un nouveau papier. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause, ce n'est pas une création chimérique, c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai vu des gens vivre. Donc, on peut comprendre la frustration. On ne peut pas excuser la violence, mais on peut comprendre la frustration qui, malheureusement, pour certains qui ne peuvent pas se canaliser, peuvent donner naissance à une certaine forme de violence. Et maintenant, ces jeunes étudiants, c'était par rapport à la marche des réfugiés qui rentraient de Bogué à Nouakchott, qui ont été accueillis ici à Nouakchott par la police anti-émeute avec des grenades lacrymogènes. Ces jeunes-là étaient partis manifester au sein de l'ambassade et il me semble qu'après cela, il y a eu des tensions entre les manifestants et quelques responsables du service consulaire ou de l'ambassade. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a dégénéré. Ils ont été accusés comme étant des gens qui ont eu à saccager l'ambassade. Ils ont été condamnés, mais il me semble que, j'espère en tout cas que l'État mauritanien ne va pas continuer à poursuivre ses enfants, parce que ce sont les enfants de la République mauritanienne. Donc il y a quelque chose qu'on a mis en place pour les poursuivre en justice. Non, mais après délibération, donc il y a eu une plainte. Après la plainte, il y a eu une convocation. Il y a eu une plainte.
de l'État mauritanien. De l'État mauritanien. Les individus ont été mis en garde à vue, je crois, dans le 10e arrondissement de Paris, au commissariat du 10e arrondissement. J'y étais. Ils ont été libérés après cela. Ils ont été convoqués. Certains d'entre eux ont été condamnés à payer, si je n'abuse, mais j'ai oublié exactement le montant, mais il me semble qu'il y avait un montant de l'ensemble qui faisait autour de 56 000 ou 76 000 euros. J'ai oublié exactement le montant, mais ils ont été condamnés à quelque chose, à une peine, en tout cas à payer une amende, qui était une amende relativement chère pour des étudiants, qu'ils soient boursiers ou pas. Donc, mais malheureusement, je dis encore une fois, c'est dommage qu'on en arrive à ce stade-là, parce que je ne crois pas qu'un individu conscient se lève le matin en disant je vais aller saccager mon ambassade. Ça ne veut pas dire maintenant que je lui trouve des excuses, mais il faut essayer de comprendre le pourquoi. Et à partir du moment où on sait pourquoi ces individus-là le font, essayer d'éviter que l'administration mauritanienne au niveau de l'étranger ne répète ce genre d'erreur pour créer des conflits. Mais il y a un processus qui est enclenché pour essayer d'aider ces étudiants. Entre-temps, ils sont précipités pour essayer de faire des saccages. Comme tu le dis, il n'y a rien qui excuse une violence. Mais aujourd'hui, à mon niveau, aujourd'hui, ces étudiants-là, leur vécu, est-ce que certains vont revenir à Mauritanie? J'ai appris que certains sont là. Est-ce qu'à partir de la Mauritanie, l'État les poursuit? Ou bien en France, par rapport à ces amendes, est-ce qu'ils sont acquittés vraiment de ces peines? Alors, je n'ai pas après suivi la fin. Il y a certains de ces étudiants qui, entre-temps, ont fini leur cursus, ont voulu revenir. Ils sont en Mauritanie, ils travaillent, ils sont insérés. Et puis, je ne sais pas s'ils regrettent ou ne regrettent pas. En tout cas, ils sont passés à autre chose. Il y a d'autres qui s'inscrivent, et c'est de bonne guerre, dans un combat idéologique ou politique. C'est leur choix aussi. Nous, peut-être, nous sommes inscrits peut-être dans le plus facile, dans une dynamique d'observation et d'analyse, on va dire, plus ou moins critique, en écrivant quelques articles. Donc aussi, ça, c'est notre choix. Et d'autres ont fait le choix de retirer, en tout cas, leurs mains de tout ce qui est relatif aux actions mauritaniennes. Maintenant, de façon globale, parce qu'il me semble que la question touchait aussi la volonté de retour des étudiants mauritaniens. Avant même le retour, comment les étudiants mauritaniens vivent en France? Est-ce que c'est facile par rapport aux inscriptions? Bien sûr. Vous savez, c'est très difficile de vivre à l'étranger, mais c'est très formateur aussi de vivre à l'étranger. Et je ne regrette pas d'avoir passé quasiment 12 ans de ma vie, 12 ans, une bonne partie de ma vie à l'étranger. Et donc, la vie d'étudiant est très difficile, que ce soit à Dakar, à Casa, à Alger ou ailleurs. D'autant plus que la plupart des étudiants mauritaniens qui vivent en France, souvent ne sont pas boursiers, donc encore davantage beaucoup plus difficile. Il y a une question d'adaptation, il y a une question d'intégration, d'environnement, de connaissance de la société française pour s'y adapter, parce que nous avons une dynamique africaine, nous avons une culture très africaine, on voit que tout cela a changé. Mais nous avons la chance, moi en tout cas particulièrement, j'ai eu la chance d'avoir trouvé des structures existantes d'associations mauritaniennes, africaines, qui accompagnaient les étudiants. Nous avons trouvé des grands frères qui ont su nous aider. Moi, j'ai été accueilli par un ami de mon grand frère qui m'a hébergé chez lui. C'était très petit, mais qui m'a ouvert grand son cœur en tant que Mauritanien, qui m'a hébergé pendant plusieurs mois, le temps que je me trouve un petit nid où dormir. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, j'avais déjà le problème du logement qui était réglé. Vous avez le problème du loyer et de l'alimentaire qui est réglé. Maintenant, il y a l'une des plus grandes difficultés des fois, si vous avez le problème du froid au début, quand c'est l'hiver, et puis vous avez le problème surtout pédagogique, c'est-à-dire souvent, surtout ceux qui viennent juste après le bac, ils ont un problème très présent, en tout cas d'intégration au niveau même scolaire, c'est-à-dire sur la méthodologie et autres. Donc, en tant qu'ancien étudiant qui est devenu enseignant-chercheur, maintenant je le vois avec par exemple les étudiants africains de façon générale, particulièrement mauritaniens primo-arrivants, c'est-à-dire qui viennent juste après le bac en première année d'université, ils ne savent pas faire une dissertation de droit, mais ça encore en première année je peux comprendre, mais nous avons eu des étudiants ou des collègues qui venaient en master qui vous disaient que j'ai jamais fait pratiquement de commentaires d'arrêt et pourtant qui se prétendent être juristes. Donc ça c'est un autre problème qui doit se résoudre à knock-shot pour ne
pas nous ramener des gens, des Mauritaniens qui ne représentent pas dignement le pays. Maintenant, les autres Par rapport au niveau, j'aimerais vraiment que tu nous brosses un peu au niveau, par exemple, des gens qui se disent qu'ils sont en maîtrise, alors qu'arrivés en France, ils doivent recommencer. Il y a un éternel recommencement. Aujourd'hui, est-ce que ça aussi, ça ne gangrène pas un peu leur accession ou bien leur possibilité de s'adapter par rapport vraiment au programme français? Oui, vous savez, c'est très frustrant pour quelqu'un qui a fait ses études de Bac plus 4, Bac plus 5, qui revient, on vous dit, bon, écoutez, vous avez un niveau licence ou moins. C'est frustrant. J'aurais pas aimé qu'on me le fasse. Des fois, on le fait à raison, mais des fois aussi, on le fait à tort. Vous le savez, hein, le bac aujourd'hui mauritanien, par exemple, nous sommes sur un taux de réussite au bac qui avoisine les 5%. Quand c'est 10%, c'est le sommet, c'est une très belle réussite. Et moi, par exemple, ça me choque que ça n'alarme aucune autorité mauritanienne. Depuis une dizaine d'années, pratiquement, nous avons un bac qui ne dépasse jamais 10%, et on ne se pose aucun problème. Même l'année, je crois 2015, qui était l'année de l'éducation, ça n'a pas changé. Hein, je crois qu'on était autour des 5 ou 7%, mais ça n'alarme personne. C'est comme si c'était normal. Or, on est à 7%, c'est-à-dire sur chaque 100 personnes qui sont candidats au bac, il y a 7 personnes maximum qui réussissent le bac. Et ça n'alarme personne. J'ai un collègue mauritanien, enseignant-chercheur lui aussi, dans une université française, qui est même là de passage, qui aide des fois les étudiants mauritaniens à trouver des inscriptions. Il me disait, M. Diallo, moi, au bout d'un moment, je ne demandais plus aux étudiants mauritaniens de me faire des lettres de me faire leurs lettres de motivation, parce que c'était truffé de fautes. Donc, ce que je faisais, je demandais le CV et l'ensemble du dossier, et je faisais une lettre de motivation, toujours aussi en étant très rigoureux, en faisant quelques remontrances aux étudiants, en disant, écoutez, il n'est jamais trop tard pour étudier, maîtriser la langue dont vous dites que vous avez la maîtrise, c'est-à-dire le français, et travailler davantage. Donc, nous avons un problème aussi de niveau scolaire. Mais ceci étant, ça n'excuse pas les Mauritaniens. Ce problème est général. On le retrouve aussi avec nos étudiants qui sont français, qui n'ont jamais connu un autre pays que la France, qui ont la langue française dans le sang, qui ont étudié en France tout leur cursus scolaire et qui arrivent à l'université, malheureusement, qui ne sont pas terribles et qui ne sont pas d'un très bon niveau. Donc, il y a une question, je crois, globalisée de la question du niveau d'éducation, mais particulièrement chez nous, parce que chez nous, on a la question de la langue. On ne sait pas par quelle langue étudier. Est-ce que nous sommes de bons arabisants? Est-ce que nous sommes de bons francisants? Et en fin de compte, nous ne sommes ni bilingues, ni bons en arabe, ni bons en français. Ce qui est deux On parle de bilingue. Comme on a l'habitude de le dire, je suis francisant et je suis arabisant. Je reviens par rapport toujours au ministère. J'avais invité ici un cadre du ministère des Affaires étrangères en disant que la diaspora se précipite, mais vraiment tout est ouvert pour vous permettre de s'enrôler, pour vous permettre d'avoir l'octroi de votre carte de séjour. Mais à chaque fois, les jeunes veulent faire un problème qui n'existe pas. C'est un cadre, en l'occurrence, je l'ai invité le mardi passé par rapport aux paperasses, aux tracasseries. Mais lui, il est en porte-à-faux par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, c'est dommage parce que je ne suis pas là pour accabler qui que ce soit, mais vous savez, les faits sont très têtus. Hein. Moi, je n'invente absolument rien. Et je vous dis, moi, j'en suis l'exemple typique, donc je n'ai pas besoin de monter un petit mensonge pour salir mon pays ou autre. Je dis la réalité des choses. Ce n'est pas parce que j'aime mon pays aussi que je cache certains tares de mon pays. Je les expose afin que nos autorités prennent conscience des problèmes et trouvent une solution. Vous savez, nous, des fois, nos difficultés, c'est quoi? C'est qu'il y a des décisions qui sont prises par un administrateur mauritanien qui n'a pas beaucoup voyagé, qui n'est pas à l'étranger ou qui ne prend pas en compte certains paramètres, qui le prend de façon ferme, irrévocable, et c'est comme ça, et qui ne voit pas plus loin que le bout de son bureau. Et malheureusement, cela a des impacts à des milliers de kilomètres d'ici. Je ne sais pas si les autorités mauritaniennes, nos représentants diplomatiques, font un retour à ces administrations pour dire attention, telle décision et telle décision et telle décision peuvent apporter des entraves à nos concitoyens. Donc, il faut essayer de trouver un cadre permettant de faciliter les choses. Vous savez, nous, on a l'impression que quand on vient dans l'administration mauritanienne, c'est comme si on était en terrain ennemi. Et or, l'administration est au service des usagers.
C'est-à-dire il faut que l'administré mauritanien, qu'il soit à Nouakchott, à Paris, à Dubaï ou autre, comprenne que si un Mauritanien vient le voir, c'est exactement son travail qu'il devrait faire et qu'il ne devrait pas attendre autre chose. Et moi, je trouve qu'on est en perpétuelle friction avec les autorités mauritaniennes. Vous savez, le cadre du recensement, on va prendre l'exemple. Quand on dit par exemple le problème est réglé, je ne rentre même pas dans la difficulté, le combat pour arriver à s'enrôler. Est-ce qu'à Nouakchott c'est facile? Je ne crois pas. Si ce n'est pas facile à Nouakchott, ce n'est pas à l'étranger que ça sera facile. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite Paris. J'ai la chance d'habiter Paris. Je suis à peu près 30-40 minutes du centre d'enrôlement qui est logé dans l'enceinte de l'ambassade de Mauritanie en France. 40 minutes dans ma vie, ce n'est pas très compliqué, même. Mais vous avez des gens qui quittent l'Espagne, qui quittent la Belgique, qui quittent d'autres pays et d'autres pays de l'Europe pour venir s'enrôler à Paris et ils ne sont pas sûrs de s'enrôler. Ce monsieur de l'administration, on va dire, du ministère des Affaires étrangères ne peut pas me dire le contraire. Le conseiller, en l'occurrence, ne peut pas me dire le contraire. Quand un Mauritanien, avec l'ensemble de sa famille ou seul, prend des jours de congé, des soldes sans payer, se rend à Paris, paye un billet de train, arrive sur Paris, ne trouve pas un rendez-vous et n'est pas recensé, ne me dites pas que tout est réglé. La Belgique, où il y a une forte communauté, ça fait 1 an ou 2 ans qu'il y a un centre de recensement qui a été mis en place. Apparemment, le matériel est parti. Il n'y a jamais eu de personnel pour pouvoir recenser les Belges. Alors, je vais vous dire, à Paris, on a un numéro de téléphone qui a été mis par l'ancien ambassadeur afin de prendre un rendez-vous pour pouvoir être recensé. Ce qui en soi, quelque chose de bien. Donc, si par mégarde, vous venez à l'ambassade pour dire que vous voulez directement vous enrôler, on vous dit non, mais monsieur, il faut appeler ce numéro. Je vous prie de prendre le numéro, je peux vous le chercher, appeler, vous l'appelez. Vous n'aurez jamais de réponse. Donc, jamais de rendez-vous. Est-ce que ça, ce n'est pas une difficulté? Quelqu'un qui quitte Nice, qui appelle, par hasard, on lui donne une liste des documents à fournir. Nice-Paris, c'est 5 heures de train. Le billet coûte autour de 100 €, donc à peu près 40 000 ou bien. C'est de l'argent. Il vient jusqu'à Paris, on lui donne une liste. Il arrive, on dit, ben, écoutez, depuis hier, il y a une nouvelle réforme qui est encore sortie, il y a telle chose à rajouter. La personne a pris un week-end ou a pris 2 jours de congé, ne peut plus, repart travailler, repaye un billet. On en a vu, hein. Moi, ce que je vous raconte, ce ne sont pas des salades, c'est une réalité. Des gens qui ont fait 3, 4, 5, 10 fois les allers-retours pour pouvoir se recenser et ils n'y arrivent pas. Maintenant, quand on va parler des difficultés, vous savez qu'aujourd'hui, en Mauritanie, on a moins d'une dizaine de consulats dans le monde. Et il a été, par ce gouvernement, par ce régime, que partout où il y avait une ambassade, on fermait le consulat. Or, les Mauritaniens, de façon générale, ils ont besoin d'un service consulaire. Ils n'ont pas besoin des services de l'ambassade. L'ambassade de la Mauritanie à l'étranger, elle s'occupe, on va dire, de la coopération bilatérale avec le pays hôte. Or, tout ce qui est relatif à l'état civil, tout ce qui est relatif à des papiers purement administratifs, sortent du ressort du consulat. Donc, le consulat de Paris a été fermé et aujourd'hui, il n'y a aucun Mauritanien qui ne regrette cette fermeture. Tout le monde regrette cette fermeture, c'est-à-dire les Mauritaniens résidant à l'étranger veulent avoir des services consulaires. Et je vous assure que le fait d'avoir des services consulaires, déjà, aurait apaisé un peu la tension. C'est-à-dire le service de recensement, le mettre à part, parce que les gens croient que ça dépend de l'ambassade et des fois, on tire à boulet rouge à tort sur l'ambassade, mais l'ambassadeur n'a aucune décision sur les agents autant pour moi, de l'état civil. Ce sont des agents indépendants qui sont de l'autre côté. Si on avait un service consulaire qui s'occupe des papiers administratifs des Mauritaniens, déjà, ça aurait allégé beaucoup de souffrances de ces Mauritaniens-là. Malheureusement, le service consulaire à Paris est fermé. Les services consulaires dans d'autres grandes villes aussi, enfin dans d'autres grandes villes, mais aussi à Nice, il y avait un consul, il n'existe plus. Dans d'autres villes, il y avait des consuls. Malheureusement, ça n'existe pas. Or, donc partout en France, le recensement se fait à Paris. Partout en Europe, le recensement se fait à Paris. Partout en Europe, le recensement se fait à Paris. Malheureusement. Il me semble qu'il y a un centre à Las Palmas, je ne suis pas certain. Mais quasiment, j'ai vu des gens quitter l'Espagne venir jusqu'à Paris. Donc pratiquement, l'ensemble de l'Europe se recense à Paris. Mais que pensez-vous de l'audience que le chef de l'État a accordée à le président de l'Arc-en-Ciel, en l'occurrence Balas,
pour être le pèlerin, le médiateur, pour essayer vraiment de voir comment on va faciliter la binationalité en Mauritanie. Que pensez-vous, vous, de la diaspora? Est-ce que c'est après son voyage à l'étranger que la diaspora a mis tout ça sur sa main pour essayer vraiment de porter les doléances de la diaspora? Alors, vous évoquez en l'occurrence la question, les rapports entre la diaspora et les autorités mauritaniennes, et puis aussi le travail, ou en tout cas cette tentative de conciliation par le truchement, je peux dire, d'un père, M. Balas. Ceci étant, je crois que la diaspora n'a pas attendu l'arrivée de M. Balas pour, en tout cas, mettre en place des doléances au niveau de l'État. Vous savez, il y a une structure qui s'appelle le collectif des cadres mauritaniens expatriés ou de l'étranger, le CCME, qui existe depuis 2006 et qui sont des cadres mauritaniens qui vivent un peu partout dans le monde. Et quand je vous dis cadres, c'est vraiment des cadres qui sont très bien placés, qui pour certains même n'aspirent pas peut-être à venir en Mauritanie, mais veulent apporter leur contribution, il me semble, au développement du pays. D'autres voudraient bien revenir, mais bon, voilà, peut-être ça ne s'est pas encore fait, quand les conditions se feront, ils seront là. Et ce cadre aussi a évoqué la question de la double nationalité. Ils ont fait état de la question du visa. Vous savez, nous sommes un pays de moins de 4 millions d'habitants. Vous voyez? Et dans ce pays de moins de 4 millions d'habitants, il y a eu des Mauritaniens qui, depuis quelques années, voyagent. Et vous savez, quand un Mauritanien va à l'étranger et il en acquiert la nationalité, ce n'est pas forcément parce qu'il n'aime plus la Mauritanie. Ce sont des conditions d'immigration. Quand même, il y a certains quand même qui disent que pour la Mauritanie, c'est fini, ils ne vont plus revenir. C'est dommage, même s'ils sont libres de le déclarer. Maintenant, ceci étant, la majeure partie des hommes et des femmes qui ont acquis la nationalité, une nationalité étrangère, par exemple française, ne le font pas en reniant leur partie mauritanienne. Ils le font parce qu'il y a des opportunités, à un moment donné, qui se sont présentées, et de par le biais de ces opportunités-là, on a demandé, enfin, ces opportunités ne pouvaient se matérialiser que s'ils avaient la nationalité. Et à partir de ce moment-là, ils ont, demandé à avoir la nationalité qui leur a été accordée. La Mauritanie n'acceptait pas du tout, par exemple, la double nationalité. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a mis en place le mécanisme quand même pour la double un mécanisme plus ou moins compliqué, ça dépend où on se situe. Mais on n'a jamais vu un cas présenté où les autorités ont rejeté cette double nationalité. Non, moi je n'ai pas dit ça, moi j'en ai pas eu écho. Et sur, encore une fois, ce n'est pas faire de la publicité, sur Kassataya, il l'avait évoqué en disant que lui, il n'a jamais rejeté, qu'on lui présente quelqu'un à qui on a refusé la double nationalité. Mais vous savez, moi, il me semble qu'un président de la République a tellement de charges, on a tellement de défis, que la question de la double nationalité, on pouvait mettre en place un article très simple en disant que voilà, si vous êtes mauritanien et que vous avez acquis au cours de votre existence une autre nationalité, vous la conservez tant que vous ne reniez pas vous-même votre propre nationalité. Je crois que la question de la double nationalité ne devrait même pas se poser. On devrait, moi en tout cas, je plaide pour qu'il y ait une double nationalité à l'ensemble des Mauritaniens. Alors je le dis en vous disant tranquillement, sans aucune gêne, je ne suis pas, en tout cas je ne prêche pas pour moi-même parce que je ne suis pas de double nationalité, je n'ai pas une autre nationalité que la mauritanienne. Mais je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont. Et je connais pas mal d'hommes et de femmes qui disposent d'une nationalité française et américaine et ça ne change en rien sur leur patriotisme par rapport à ce pays. Ils ont ce pays dans les veines, ils ont ce pays dans leur sang et ils vivent de ce pays et respirent ce pays. Donc, il faut que nos autorités comprennent que ça n'a aucun lien. C'est juste des questions d'opportunité, de faciliter peut-être certains opérateurs économiques dans le cadre des voyages et autres, de faciliter des chercheurs dans le cadre de leurs déplacements et d'ouvrir certaines opportunités qui vous disent voilà, il faut avoir soit il faut être européen ou il faut avoir la nationalité française ou allemande ou italienne pour en bénéficier. Donc moi, en tout cas, j'appelle les autorités à le faire. Et si M. Balas s'inscrit dans cette dynamique-là, on ne peut que s'en féliciter en disant bravo, il vient rejoindre des actes qu'avaient posés déjà les gens de la diaspora. Mais nous avons un autre problème, c'est celui du visa. Vous savez, je vais vous dire très simple. La Mauritanie n'est pas un pays touristique, malheureusement, pas un tourisme de masse. L'année d'avant, il me semble... Quand même, on a des sites touristiques. Oui, non, je ne dis pas qu'on n'a pas de sites touristiques, mais on n'a pas une politique offensive du tourisme, malheureusement. On a des très beaux sites touristiques, que ce soit dans le sud du pays, au nord, dans l'est, au centre du pays.
est très jolie et j'invite peut-être les Mauritaniens à faire du tourisme intérieur, c'est-à-dire les jeunes cadres qui sont là, d'aller découvrir la Mauritanie parce que pas mal ne connaissent pas la Mauritanie. Et ils ont trouvé des choses qui sont extraordinaires. Mais je reviens maintenant sur la question du visa. La Mauritanie, l'année dernière ou l'année d'avant, on a eu moins de 300, je dis bien 300 touristes. Moins de 300 touristes qui sont venus en Mauritanie. Sur les moins de 300 touristes, je crois qu'il y avait le Festival des villes anciennes, autour de 100 et quelques ou 200 étaient invités par l'État mauritanien. Ce qui veut dire que le contribuable mauritanien a payé un billet à des touristes. Donc ce ne sont pas ces gens-là qui vont faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Les gens qui payent le visa à l'ambassade de Mauritanie, c'est tous des Mauritaniens, toutes communautés confondues. Qu'ils soient Soninké, qu'ils soient Maure, Halpulaar, Wolof et j'en passe. C'est tous des Mauritaniens, majoritairement, à plus de 90%. Et il suffit aujourd'hui, s'il y a un doute, que l'Agence nationale du registre des titres sécurisés nous montre la liste et les prénoms d'habitude des personnes, noms et prénoms qui demandent les visas. Ce sont des Mauritaniens à qui on demande 90 à 120 euros, je trouve exorbitant, pour venir chez eux. On demande à des Mauritaniens qui veulent venir chez eux parce qu'ils ont acquis une autre nationalité de payer 120. Mais c'est la même chose au retour aussi. Les Mauritaniens qui veulent partir dans d'autres pays, on leur demande des sommes exorbitantes. Oui, alors là, mais quand tu as une nationalité, quand même, on te met par rapport à ce pays. Quand tu as la nationalité française, quelles que soient tes sources, tes racines, on te dit que tu es français. Non, je ne parle pas de racines. Il y a des Mauritaniens, maintenant, la double nationalité, juridiquement, elle est interdite, mais il y a des Mauritaniens qui n'ont jamais voulu renoncer à leur nationalité mauritanienne, qui ont acquis la nationalité française, qui aimeraient bien venir à Nouakchott et qui y viennent très souvent et qui sont obligés de prendre le visa. Dans ce cas-là, c'est un peu particulier. Alors, de même qu'aujourd'hui, le prix est exorbitant, il n'est pas aligné. Vous voyez que, par exemple, c'est notre journaliste blogueur qui faisait cette analyse-là, le prix du visa mauritanien, en l'occurrence Vlan, le prix du visa américain était moins cher que le prix du visa mauritanien. Les Américains, l'ambassade des États-Unis était obligée de voir à la hausse, parce que ils appliquent le principe de réciprocité, à la hausse le prix du visa américain pour les Mauritaniens, en le mettant à peu près sur la même ligne que les Mauritaniens. Donc nous avons l'un des visas les plus chers de la sous-région. Et je vous dis, moi j'ai voyagé tout récemment en traversant le fleuve, c'était ahurissant de voir qu'un Guinéen qui voulait venir en Mauritanie, un Guinéen, un Africain, un frère africain, qui voulait venir en Mauritanie, devait couper un visa à 90 euros. Mais 90 euros pour un Guinéen qui veut venir en Mauritanie. Là, quand même, je crois que la Guinée ne demande aucun visa à la Mauritanie. Et c'est pas, mais ils peuvent instaurer la réciprocité. Oui, je ne souhaite pas qu'ils instaurent la réciprocité. J'aurais bien aimé que la Mauritanie ne demande pas de visa à nos frères guinéens, qu'ils n'en demandent pas aux Sénégalais. Mais comme on le dit, les pays n'ont pas d'amis, c'est des intérêts. Dans leur politique de migration, ils ont le droit quand même de... Ça serait dommage qu'on ne soit pas amis, compte tenu de la fraternité qu'il peut y avoir entre la Mauritanie et la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, et j'en passe. Ça serait dommage. Je crois que nous ne sommes pas dans une mais quand même, chaque pays est souverain. Bien sûr, chaque pays est souverain. Mais on peut dire quand même que c'est un peu désolant. On aurait bien aimé accueillir nos frères d'ici et d'ailleurs, qu'ils soient du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, en respectant les règles et le cadre juridique, mais en l'assouplissant. Parce qu'il me semble qu'un Mauritanien au Sénégal, on ne lui demande pas un titre de séjour. Alors qu'en Mauritanie, ici, on demande un titre de séjour aux Sénégalais. Vous pourriez me rétorquer, mais que les Sénégalais appliquent la réciprocité, je vous dirais que les Mauritaniens retirent le titre de séjour aux Sénégalais et à autres personnes. Qu'ils contrôlent les gens qui viennent sur leur territoire, c'est tout à fait normal. Ou que le titre de séjour ne soit pas exorbitant. Parce que nous aussi, quand je le dis pour nous parce que nous vivons à l'étranger. Et quand on a ce genre de situation où le titre de séjour est très exorbitant, où il coûte très très cher, nous, ça nous frustre parce que nous sommes des étrangers quelque part. Chacun est étranger quelque part. Et il y a des milliers de Mauritaniens qui vivent à l'étranger.
Mais au Congo aussi, les Mauritaniens qui vivent là-bas, le titre de séjour c'est très cher, environ 100 000 ouguiya. Donc je pense que les pays, ça change par rapport au rapport et aussi par rapport à la rentrée économique que fournissent les caisses de l'État. Bien sûr, non, mais ça peut bien changer, mais j'aurais bien aimé, en tout cas dans une conception africaine, que cela soit banni. Mais l'Afrique, jusqu'à présent, avec le passeport unique, aujourd'hui on parle de l'Union africaine, nous ne faisons même pas partie de la CEDEAO. Donc, il faut voir aussi ces paramètres qui permettent à la Mauritanie d'aller cavalier seul et essayer vraiment de changer son approche par rapport à ces pays qui sont des voisins, comme vous l'avez bien dit. Bien et aussi, c'est une demande. Je reviens à Kas Ataï, parce que Kas Ataï aussi, c'est un site d'information, si je ne me trompe, et aussi qui fait vraiment un travail pour nous donner le vécu des Mauritaniens, aussi nous informer et informer à partir d'ici. Comment vous avez monté, vous, avec quelques partenaires, Kas Ataï, quelle est sa ligne éditoriale, si je peux me permettre? Alors, je vais vous dire l'historique parce qu'on ne s'en cache pas. Moi, je suis venu un peu plus tard à Kas Ataï. Kas Ataï a été monté par une équipe dont je vais essayer de citer les noms sans pour autant oublier personne, par Abdoulaye Diagana, Mariam Inti Dervish qui est au Kalam, par Tcherno Tanjan, par d'autres amis. Et je vous dis de suite, Kas Ataï, et ça on ne s'en cache pas parce que c'est la réalité historique et nous en sommes fiers, et moi je les ai rejoints un peu plus tard en tant qu'un jeune frère. Kas Ataï est une web radio à la base, puis un site d'information. Mais Kas Ataï a été créé pour une seule chose, c'est-à-dire Kas Ataï, il y avait le projet que Abdoulaye Diagana, qui est un enseignant-chercheur aussi, docteur en géographie humaine, qui mûrissait cette idée de mettre en place, de casser le monopole de la radio d'État. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes la première web radio mauritanienne, libre et indépendante. Web radio, je peux dire la radio. La première web radio libre et indépendante de Mauritanie, c'est nous. Et la création de Kas Ataï, elle est née avec le coup d'État qui a fait tomber Sidi Ould Cheikh Abdallah. Et dans cette dynamique-là, Abdoul Diagana a mis en place cette radio dans une volonté, et cela va expliquer un peu la ligne éditoriale, de combattre le coup d'État. Exactement, et on ne s'en cache pas. Après avoir essayé, en vain, en tout cas, après avoir donné sa contribution, il y a eu les accords de Dakar, il y a eu des élections, un président a été élu, il a été reconnu constitutionnellement et dans les institutions de la République. C'est posé maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce verre de thé autour duquel nous palabrons, autour duquel nous discutons de nos affaires, des affaires de la cité. Donc c'est autour d'un verre de thé qu'on discute de tout. Et puis le nom aussi, comme ça je fais une parenthèse sur le nom, le Kas Ataï permettait dans une certaine mesure à l'ensemble des Mauritaniens, toutes langues confondues, tout le monde dit Kas Ataï avec plus ou moins un accent Kasminataï, Kas Ataï, que ce soit chez les Alpulaar, les Soninké. Donc un seul mot où on retrouve l'ensemble des communautés pour discuter des affaires de la cité. Donc, quand les accords de Dakar ont été mis en place, que le président a été élu et que tout était réglé, on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à être une radio militante ou on essaie de s'inscrire dans une radio généraliste qui s'engage dans l'éveil, dans l'information et l'éveil, on va dire, des consciences, en ayant un créneau très simple. Les faits, rien que les faits, dire la vérité, ce que nous savons, essayer d'être le plus objectif possible, mais en ayant un credo très important parce que nous considérons que ce qui nous unit, en tout cas, est plus grand que ce qui nous sépare, c'est-à-dire l'ensemble des Mauritaniens, parce que nous avons un défi d'y vivre ensemble en Mauritanie, malheureusement, et que nous aussi, on essaye d'y apporter notre contribution. Mais une contribution très critique, très hachée, ce qui, des fois, nous pose certains problèmes, parce que tantôt, quand on reconnaît certaines choses, on considère que nous sommes, ces temps-ci, on se fait sucrer par le pouvoir. Et tantôt, quand on tape dessus, on considère qu'encore, on est reparti à chez nos anciens camarades de l'opposition. Ceci étant, Kas Ataï a une ligne éditoriale très libre et indépendante. Vous savez, nous autres qui avons les codes d'accès, nous ne demandons rien à personne. Nous venons, nous publions nos articles sans référer à Abdoul Diagana ou à Mariam Inti Dervish, et j'en profite parce que des fois,
fois, ils reçoivent une salve de menaces ou d'insultes ou en tout cas de réprobation, or qu'ils s'en sont pour absolument rien. C'est juste quelqu'un qui vient d'écrire son article et qui le publie parce qu'il l'a écrit en âme et conscience, en essayant d'avoir une position très claire. Et ça, par exemple, ça fait partie en tout cas des ambassadeurs de la Mauritanie en France. Il y a eu Kassataï, il y a eu d'autres... Oui, la nouvelle télé dont Baoul Salek dirige. Donc c'est sur ça. Il y a eu d'autres sites qui ont été créés. Mais est-ce que ces télés-là auront un impact par rapport vraiment à la vie quotidienne de la diaspora? Quels sont vraiment véritablement les axes de la touche, par exemple, Kassataï, à la différence d'Africa Paris TV, que je connais très bien. Africa Paris TV, voilà, Africa Paris TV de Baoul Salek, qui est l'ancien directeur de Sahel TV. On va dire Kassataï, c'est la Mauritanie et sa diaspora, de façon générale. Africa Paris TV, c'est l'ensemble de la diaspora, des diasporas africaines. C'est une web télé pour le moment qui fait son bonhomme de chemin, qui fait un travail. C'est pas facile de monter une structure, une entreprise. Mais est-ce que les populations vont s'en approprier? Est-ce qu'ils auront vraiment ce qu'ils avaient dit? Est-ce que les réalités ne sont pas différentes par rapport, en tant que journaliste aussi, d'où l'information aujourd'hui est très confinée? Comment vous allez faire vraiment pour vous imposer alors, je vais vous expliquer une chose. Il y a une offre aujourd'hui, enfin, il y a une forte demande de la diaspora de façon générale. Il y a une très forte demande de la diaspora sur la question de la culture et de la télévision, parce qu'on considère qu'on n'a pas une très grande visibilité, par exemple, en prenant l'exemple de la France, dans les télévisions françaises. Donc, il y a un besoin de créer des chaînes de télévision, des radios, je ne dirais pas communautaires, mais qui parlent des questions de la diaspora. Et à partir de ce moment-là, donc la demande est là. Maintenant, il faut que l'offre et la demande coïncident, il faut donner un travail de qualité. À partir de ce moment-là, vraisemblablement, l'ensemble, en tout cas, il peut y avoir du répondant. Maintenant, vous savez, comme tout le monde, hein, le modèle économique des télévisions aujourd'hui est en train de s'écrouler. Il y a une nouvelle forme, il faut inventer une nouvelle forme pour mettre en place une économie viable, une télévision ou une radio viable économiquement. Et ça, c'est la difficulté. En tout cas, c'est la difficulté et le défi dont fait face Kassataï, dont fait face Africa Paris TV. Vous avez aussi d'autres amis, RMI Info aussi, qui sont dans cette dynamique-là, toujours, de la diaspora. Mais, pour vous dire encore, si on veut revenir, la question de la diaspora, elle est très large. Et aujourd'hui aussi, pour revenir surtout sur les diasporas mauritaniennes, on a beaucoup de difficultés. Et je vous disais tantôt que, enfin au préalable, en ce qui concerne les politiques qui sont mises en place, ou politiques d'accompagnement qui sont mises en place, le Sénégal dispose de ce qu'on appelle le FAISE, le Fonds d'appui des investissements des Sénégalais de l'extérieur. Nous n'en disposons pas. Le Maroc dispose, en tout cas, du même schéma pour accompagner les Marocains résidant à l'étranger. Au Sénégal, et spécifiquement pour les Bien sûr. étrangers. Malheureusement, nous, on n'en dispose pas. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, on estime à plus de 40 milliards de dollars les fonds qui sont envoyés par la diaspora en Afrique. Plus de 40 milliards de dollars quand même, c'est énorme. On dit même des fois, on l'estime à beaucoup plus que l'aide publique au développement. On dit ça dépasse l'aide publique au développement. Mais malheureusement, au Sénégal, ils peuvent vous dire exactement plus ou moins combien, dans le secteur formel, c'est-à-dire ce qu'il y a de traçabilité et analyse de l'informel, à peu près combien on apporte. Or, en Mauritanie, on ne peut pas le faire. C'est tout récemment que le gouvernement, par exemple, mauritanien, a demandé à avoir ce qu'on appelle une cartographie avec... l'Organisation intermondiale de la migration. Oui, internationale de la migration, pour avoir une certaine forme de cartographie. Vous voyez, on est en 2016, donc il y a un retard. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'impact social, économique de la diaspora. Et cet impact, je peux vous assurer qu'elle est réelle. Et je crois qu'aujourd'hui, la diaspora ne veut pas être seulement un partenaire, on va dire, économique avec les populations locales. Nous voulons être un partenaire de développement, de co-développement. Nous voulons participer au développement de ce pays. Nous ne demandons pas plus que les résidents, mais nous voulons avoir notre part des choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, on n'invente absolument rien. Il suffit de voyager, de voir ce qui se fait à travers le monde. Vous savez que la Chine, l'Inde et d'autres pays, et la Corée, se sont construits, on va dire, un peu avec leur diaspora. Oui, leur diaspora. Nous sommes au terme de l'émission. Votre dernier mot pour se dire bye-bye. Donc, c'est presque la fin.
Alors, la première des choses, c'est que je vous remercie et je suis très honoré d'être sur ce plateau. Et j'espère en tout cas ne pas avoir trahi l'esprit de ceux de la diaspora. Et comme je le dis, hein, je suis là qu'un membre simple de la diaspora. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les populations mauritaniennes résidant à l'étranger veulent qu'on facilite la question relative à la double nationalité, la question des visas, voir comment régler ce problème-là, il est exorbitant, la question du recensement, voir comment faciliter aujourd'hui le recensement pour l'ensemble des Mauritaniens. Et j'en profite pour dire que quand on le dit, ce n'est pas parce que nous voulons que tout le monde soit recensé, ceux qui ne sont pas Mauritaniens, mais qu'on ne fatigue pas ceux qui sont des Mauritaniens. Donc ça, je le réitère. On a aussi un problème aujourd'hui. Les Mauritaniens qui veulent rentrer dans ce pays-là, par exemple le Rwanda, et j'en termine, le Rwanda a mis en place ce qu'on appelle une politique come and see. Viens et vois. C'est-à-dire c'est une politique qui est mise en place avec un budget, pousser les gens de la diaspora dans un pays post-conflit à revenir investir dans ce pays-là. Mais tout cela, il y a ce qu'on appelle un préalable. C'est un préalable au niveau de l'administration mauritanienne, c'est un préalable au niveau du climat des affaires. Et j'en finis, il y a la question des logements aussi qui est posée. Et la question aujourd'hui, on a une absence du consulat et de la Banque centrale mauritanienne pour pouvoir renflouer les caisses, en tout cas transférer de l'argent facilement dans les populations locales. De la diaspora, je pense que vous avez fidèlement vraiment répondu. Merci encore, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour rectifier Tchern Diallo ou bien Seydou Diallo, enseignant, chercheur. Cette fois-ci, ma langue ne m'a pas trahi. Pour vous dire merci de nous recevoir chez vous comme chaque mardi à travers la télévision Shingit, la télévision des grands moments. On vous dit bye bye à mardi prochain avec d'autres invités. Merci, merci aux techniciens et passez une excellente soirée.